Bonjour à tous, alors dans ce tutoriel pour le logiciel Maya, nous allons voir toutes les bases de ce logiciel. Donc ce tutoriel est composé de 10 parties, alors à savoir la navigation dans la vue 3D, l'interface du logiciel, donc comment est composée l'interface, la customisation de cette interface avec notamment la création d'un shelf, puis nous verrons comment sélectionner des vertex, des edges et des faces sur un objet. Ensuite, dans une cinquième partie, nous verrons ce qu'est la hotbox de Maya, donc cette petite particularité très pratique dans ce logiciel. Ensuite, dans une sixième partie, nous verrons comment créer des groupes, comment ajouter des objets à des groupes, comment les enlever, etc. Puis, nous verrons comment créer des matériaux et comment les assigner à nos objets. Dans une huitième partie, nous verrons les outils principaux de modélisation, donc tout ce qui est extrusion, bevel, etc. Ensuite, la partie 9 sera consacrée aux raccourcis clavier dans Maya, donc comment aller plus rapidement dans notre utilisation de ce logiciel. Et pour finir, on fera donc un petit exercice pratique donc dans la dixième partie. Donc petit exercice d'une vingtaine de minutes qui consistera à réaliser un écran de télévision. Donc dernière partie qui permettra de faire un petit résumé des principales fonctions abordées au cours de ce tutoriel. Donc voilà pour le programme du tuto et donc à tout de suite pour la première partie. Alors me voilà dans Maya, donc ça c'est l'interface qu'on a dès l'ouverture du logiciel. Alors dans cette partie, je vais vous expliquer comment naviguer dans la vue 3D. Alors la navigation dans Maya va se faire avec la touche Alt du clavier et la souris. Donc pour tout mouvement qu'on va vouloir faire, on va utiliser la touche Alt et un bouton différent de la souris. Donc par exemple, pour faire un pan comme ceci, dans la vue, ça va être Alt plus le bouton du milieu de la souris. Donc la molette, donc vous faites Alt et vous cliquez sur la molette et ça permet de faire un pan de notre vue 3D. Pour faire une rotation de la vue comme ceci, c'est tout simplement le clic gauche. Donc Alt et clic gauche, ça nous permet de faire une rotation dans notre vue 3D. Pour faire un zoom, alors là ça va dépendre si vous utilisez une souris ou une tablette graphique. Donc avec une souris, vous pouvez tout simplement voilà, zoomer avec la molette. Donc vous faites défiler la molette et ça zoome. Si vous avez une tablette graphique, donc comme moi, et que vous n'avez pas de molette sur le stylet de votre tablette graphique, le moyen pour zoomer, c'est Alt et clic droit. Donc ça marche aussi avec la souris, Alt, clic droit. Si vous faites Alt, clic droit avec la souris, voilà, vous pouvez zoomer. Et donc moi, ce que j'ai fait sur mon stylet de tablette graphique, c'est que j'ai un bouton du milieu et un bouton pour le clic droit. Donc voilà, ça me permet avec ma tablette graphique de zoomer. Donc encore une fois avec la touche Alt. Donc Alt plus clic gauche pour faire une rotation, Alt plus clic du milieu pour faire un pan, et Alt plus clic droit pour faire un zoom. Alors on a aussi le View Cube ici, donc voilà qui nous permet de faire une rotation. Donc là vous cliquez tout simplement sur le cube et vous tournez. Vous pouvez aussi faire des snaps sur différentes vues. Alors on est toujours en vue perspective, on n'est pas en vue orthographique, donc il y a toujours la perspective qui est prise en compte. Je vais vous montrer ça en créant un cube. Donc je viens créer un cube. Par exemple, si je me mets en vue de face, vous voyez qu'on a toujours la perspective. Si je me mets en mode wireframe, vous voyez que là, on a une perspective. Ce qui n'est pas le cas, voilà, si je viens par exemple ici, en vue de côté, là, on n'a plus de perspective. Donc vous voyez, on a le view cube qui montre right ici, donc la vue de droite. Mais si je reviens comme ça, voilà, et qu'on vient sur cette vue de droite dans notre vue principale, on va encore avoir cette perspective. Donc faites bien attention. Voilà. Donc ça, après, il y a le bouton, la petite maison ici, le bouton Home, qui permet de revenir à la vue principale de Maya. Et on a quelques flèches aussi, comme vous avez pu le voir ici, donc qui nous permettent de tourner, voilà, dans ce sens, ou de faire des rotations comme ceci. Donc ça peut être très utile parfois. Mais donc vraiment les raccourcis principaux qu'on va utiliser, c'est Alt, clic gauche, clic du milieu et clic droit. Donc voilà pour cette partie dans la navigation dans Maya. Alors dans cette partie, on va voir l'interface de Maya. Donc l'interface peut faire peur au début, il y a vraiment beaucoup de choses de partout, on a plein de boutons sur lesquels on clique qui nous montrent plus d'icônes encore. Donc ça peut faire un peu peur au début, on a vraiment des barres qui entourent tout notre écran. Donc c'est un peu effrayant au début, mais vous allez voir qu'une fois qu'on sait
où sont les boutons, lesquels on utilise le plus souvent. Il y en a une bonne partie qu'on utilise presque jamais, et donc qui vont vraiment très rapidement devenir invisibles un peu à nos yeux, et on va très rapidement savoir quel bouton utiliser, surtout que Maya a plein de raccourcis qui sont très bien pensés, et une fois qu'on connaît tous ces raccourcis, ça devient vraiment un plaisir de travailler avec ce logiciel. Donc ici, on va y aller de haut en bas et de gauche à droite. Donc on va commencer avec la barre au-dessus, donc avec les classiques File, Edit, Modify, etc. Donc qui nous permettent de créer une nouvelle scène, de sauvegarder notre scène, de définir un projet, d'exporter des objets, etc. Et on a plein d'autres voilà, petits menus ici qui vont changer en fait. Ça va pas tout le temps rester les mêmes, puisqu'on a cette petite barre ici. Donc là, vous voyez, on est dans le menu polygone, mais on a aussi animation, surface, dynamique, etc. Et donc à chaque fois qu'on change, vous voyez que ça change ici toutes les barres qu'on a, et c'est là que ça peut commencer à devenir vertigineux, puisque dans chaque bouton, voilà, on a plein d'options, vous voyez. Et donc après, on peut changer toutes ces options. Donc là, on va avoir des options pour les polygones, donc pour faire des opérations sur nos polygones. On va avoir des options pour l'animation. Donc c'est là que vous voyez vraiment toutes les possibilités du logiciel. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Mais par exemple, pour la modélisation, on va passer la grande majorité de notre temps dans l'onglet polygone. Et dans tous les outils là, on va en utiliser peut-être 4 ou 5 très souvent. Les autres, c'est plus rare, donc vous inquiétez pas. Après ce tuto, vous saurez plus précisément quel bouton utiliser. Alors vous avez peut-être remarqué, à chaque fois que je défile sur un menu ici, j'ai une petite barre au-dessus ici. Donc ça me permet de décrocher le menu, voilà, et de le placer ici en fenêtre flottante. Donc ça me permet par exemple, si je sais que je vais souvent utiliser un bouton contenu dans ce menu, donc par exemple je vais aller ici, et imaginons que je vais utiliser beaucoup l'option extrude, donc je peux détacher ce menu pour pouvoir l'avoir directement à côté de ma vue 3D et pour ne pas avoir à chaque fois revenir ici. Donc c'est valable même avec des sous-menus comme ceci. Vous voyez ici, je viens ici, j'ai un sous-menu, et ce sous-menu, je peux aussi le déplacer en fenêtre flottante. Donc ça c'est très pratique. Donc ensuite on a plusieurs options ici, donc la barre ici ne change pas, vous voyez que si je passe d'animation à surface, polygone, etc., cette barre reste la même. Donc c'est un peu des outils qu'on utilise très souvent comme le snap ou les options de rendu ici, ou les options de sélection de nos objets. Alors encore une fois, tout ce qu'on a ici dans cette interface de Maya est vraiment très customisable, donc on va pouvoir assigner des raccourcis clavier s'il n'y en a pas déjà. Donc par exemple le snap, on a des raccourcis pour snapper sur la grille ou snapper sur des vertex. Donc finalement, vous voyez, comme je vous disais au début, sur toute cette interface, on va rarement avoir à cliquer sur des boutons, puisque beaucoup de ces options comme l'extrude, etc., sont accessibles via des raccourcis clavier. Donc ensuite on a ce qu'on appelle les shelves, donc ça c'est voilà, des barres d'accès rapide, donc qu'on va utiliser un peu plus souvent quand même, donc qui contiennent vraiment les objets qu'on utilise le plus, les fonctions qu'on utilise le plus. Donc par exemple dans l'option polygone ici, vous voyez que j'ai les polygones principaux qu'on va créer quand on fait de la modélisation. On a les options principales ici aussi, comme l'option Interactive Split Tool, donc qui permet de faire des coupures dans un mesh. Donc toutes ces options qu'on a à portée de main. Donc ça c'est bien pratique. On peut aussi créer nos propres shelves. Donc là on a un shelf custom, donc avec des options que j'ai ajoutées moi-même. On peut créer d'autres shelves nous-mêmes, donc comme les mail scripts. Donc là c'est tous les scripts mail. Donc mail c'est le langage de programmation sur lequel est fondé Maya. Et donc là, vous voyez que pour chaque chose, les dynamiques, rendering, paint effects, etc., pour chaque chose, on a tous les outils les plus communément utilisés. Donc ça aussi, ça va être assez pratique. Ensuite, ici, donc on a des options pour notre vue. Donc par exemple, ici, on va avoir les options de shading. Donc pour, par exemple, je vais créer, voilà, une sphère, un cube, pardon.
Donc je crée un cube, et alors là vous voyez que j'ai des options pour ma vue 3D, donc je peux mettre en mode wireframe, donc celui dans lequel je suis maintenant. Je peux aussi faire smooth, smooth shade, flat shade, point, bounding box. Donc il y a plein d'options ici, qui vont être aussi pour la plupart accessibles avec des raccourcis clavier. On a aussi donc des options pour le moteur de rendu de la vue 3D. Donc là on est en défaut quality rendering. On a aussi le viewport 2.0. Donc vous voyez qu'on va avoir différents modes d'affichage avec ces moteurs de rendu. On a aussi donc une petite rangée d'icônes ici qui représente les fonctions les plus utilisées dans tous ces menus. Donc par exemple ici vous voyez qu'on retrouve les options wireframe ou shaded, donc plutôt que d'aller ici à chaque fois dans wireframe ou smooth, etc., on va pouvoir y accéder directement avec ces petites icônes. Donc il y a aussi des raccourcis clavier qu'on peut utiliser, donc le mode wireframe c'est la touche 4 de notre clavier, le mode shaded c'est la touche 5, donc vous voyez qu'on a plein de raccourcis pour aller plus vite. On a aussi le wireframe unshaded, donc ça veut dire que par exemple si je désélectionne mon objet, je vois toujours les arêtes. Donc voilà, si je le désélectionne, on ne voit plus les arêtes. Et on a plein d'autres petites options, comme par exemple afficher ou non la grille, afficher la transparence, etc., isoler un objet. Donc tout ça, on rentrera plus en détail dans toutes ces options par la suite. Ensuite ici, on a l'option, donc la toolbar, donc qui nous permet d'accéder à des outils très utilisés dans Maya. Donc par exemple le Move Tool, donc voilà, si je sélectionne mon objet et que je viens sélectionner le Move Tool, ça va me permettre de déplacer mon objet. On a l'outil pour la rotation, donc qui est juste ici, et l'outil pour le scale juste en bas. Donc encore une fois, tous ces raccourcis, on y accède très facilement avec des raccourcis clavier. On a aussi l'option ici en bas qui me permet de répéter la dernière action que j'ai utilisée. En fait, le dernier outil, pardon, pas la dernière action, le dernier outil. Donc par exemple, si je viens chercher ici dans Edit Mesh le Insert Edge Loop Tool, que je fais, voilà, des loop cuts comme ça, je rajoute des edge loops, et je repasse avec mon outil de sélection, voilà, je fais différentes manipulations, je bouge les faces, etc. Et bien avec cette icône, voilà, je peux cliquer dessus et ça me ramène au dernier outil que j'avais utilisé, donc à savoir le Insert Edge Loop Tool. Donc encore une fois, tous ces outils, on peut y accéder très rapidement avec des raccourcis clavier. Donc l'outil de sélection, c'est la touche Q. L'outil Move, ça va être la touche W. Donc là, je vais revenir sur mon objet. Donc là, vous voyez avec la touche Q, je viens sur mon objet de sélection. W, c'est pour bouger. E, c'est pour la rotation. Et R, c'est pour le scale. Alors, il faut savoir, pour s'en rappeler, que ces raccourcis clavier sont basés sur les claviers QWERTY. Donc c'est pour ça que sur un clavier français AZERTY, les touches sont un peu éparpillées sur notre clavier. Mais pour vous en rappeler, donc le clavier QWERTY, QWERTY, donc vous voyez qu'on a Q, donc le premier raccourci clavier pour la sélection, W qui est donc sur un clavier anglais juste à côté pour le move, E pour la rotation et R pour le scale. Ensuite, on a ce manipulateur donc, qui fait tout en même temps. Donc personnellement, je l'utilise pas très souvent puisque c'est un peu mélangeant. On ne sait plus trop où regarder. Donc là, vous voyez qu'on a vraiment toutes les options en même temps. On peut faire des scales, des rotations, des moves, tout ça en même temps sur le même outil. Mais personnellement, je le trouve pas très pratique. Et donc, on a aussi des raccourcis pour rappeler le dernier outil qu'on a utilisé. Donc plutôt que de cliquer sur cette icône ici, on appuie sur la touche Y. Donc la touche Y qui me permet de revenir au dernier outil que j'ai utilisé. Ensuite ici on a des petites icônes très pratiques. Donc celles-ci par contre on va les utiliser très souvent. Donc ça va être des icônes pour changer l'organisation de notre vue 3D. Donc là vous voyez que j'ai mon cube, donc j'ai uniquement ma fenêtre 3D, mais si je veux avoir les vues de face, de côté, etc., je vais venir ici et ça va départager voilà, mon écran en 4. Et alors là vous voyez qu'on a le nom de notre caméra qui est affiché à chaque fois, donc là on est en vue de perspective, donc persp.
Donc c'est la vue ici. Ici, si vous regardez bien, donc là c'est pas très visible, mais on le voit quand même ici. Donc derrière le curseur, on a la vue de top, donc c'est la vue de haut. Ici, on a la vue front, donc la vue de face, et side, la vue de côté. Donc voilà, ça nous permet très facilement d'accéder, en cliquant sur ces boutons, à une vue uniquement de perspective ou à une vue, voilà, avec nos quatre côtés. De même, on a d'autres options ici. Donc par exemple, là, on va voir le outliner. Donc outliner, c'est la fenêtre qui va lister tous nos objets. Donc là, vous voyez que j'ai mes différentes caméras, donc perspective, top, front et side, comme on a vu tout à l'heure. Et on a notre cube ici, donc ça va nous permettre, quand on a beaucoup d'objets dans notre scène, de nous organiser beaucoup plus facilement. Ici, on a les options pour l'animation. Ensuite, on a l'hypershade. Donc l'hypershade, c'est là où on va voir tous nos matériaux, donc des Lambert, etc. Les matériaux Mental Ray, on va aussi avoir des options pour les textures, des gamma corrections, donc plein de trucs comme ça. Et donc vous voyez qu'on a plein d'options, on a encore d'autres choses ici pour la hiérarchie en même temps que l'animation. Donc ces petits panneaux vont nous permettre de très rapidement organiser notre vue 3D. Ensuite, donc on a en bas de notre écran ici les options pour l'animation, donc la ligne du temps ici. Donc là, on voit que chaque numéro correspond à une image, donc on a 24 frames ici. Donc ça représente une seconde d'animation. On a ici des informations, donc pour savoir la durée de notre animation. Donc on voit que la durée totale, si je viens ici et que j'agrandis ça, la durée totale de notre animation est de 48 frames, donc 2 secondes, mais je peux reculer cette barre et n'afficher que les 24 premières frames. Donc là on voit par exemple qu'on a 24 frames d'affichés, mais que l'animation en compte 48 en tout. Donc je ne vais pas trop rentrer en détail pour l'instant là-dedans. On a ici donc les boutons classiques d'animation, donc pour faire play, pour revenir dans des images clés, pour revenir frame par frame ou pour revenir complètement au début ou à la fin. Ensuite, on a des options pour l'animation, les calques d'animation, etc. Et tout en bas ici, on a la partie Mel. Donc comme je vous disais tout à l'heure, Mel c'est le langage de programmation de Maya. Donc là, on va pouvoir taper des commandes en Mel qu'on va pouvoir exécuter directement à partir de cette petite fenêtre. Et ici en bas, là, on a le script editor. Donc si on clique dessus, donc là, il est parti sur l'autre fenêtre, voilà. Si on clique donc sur la petite icône en bas ici, ça nous ouvre le script editor et c'est là qu'on a toutes les informations sur ce qui se passe dans Maya. Donc ça, c'est le code Mel. Donc vous voyez qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose dans notre vue 3D, donc par exemple, je vais venir ici, je vais sélectionner une face, je vais faire un extrude, vous voyez que tout ce qu'on fait ici, c'est répertorié dans notre script editor. Et donc c'est du code Mel, donc comme je vous disais, le langage de programmation de Maya. Et ça va nous permettre aussi d'avoir des informations sur, sur ce qui se passe quand on a des erreurs ou autres. Donc par exemple, je vais essayer de venir ici. Voilà, j'ai fait combine et là il me dit qu'il y a une erreur. Donc invalid selection, poly unite needs at least two polygonal objects. Donc ça veut dire que j'ai essayé de faire une combinaison. Donc j'ai essayé de combiner deux objets, mais je n'en avais qu'un de sélectionné. Donc là il m'a fait une erreur, vous voyez. Donc c'est là qu'on va voir apparaître toutes nos erreurs quand on en a d'affichées. Et pour finir, donc on a ici trois petites choses très importantes. Alors moi, le tool settings est à droite. Je pense que par défaut dans Maya, il doit être à gauche de votre écran, ici. Alors je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est comme ça. Donc si jamais vous voulez changer des objets de place, voilà, vous les désélectionnez et vous les incrustez ici comme vous voulez. Vous pouvez ensuite les changer, voilà, en cliquant dessus. Donc là, on a le Tool Settings, l'Attribute Editor et le Channel Box Layer Editor. Donc là, ça va nous donner, donc pour le Tool Settings, les options de notre outil. Donc là, vous voyez que par exemple, avec mon outil de sélection sélectionné, je vais pouvoir, voilà, changer par exemple pour avoir un rectangle de sélection ou pour avoir un pinceau de sélection. Donc voilà, je vais pouvoir sélectionner des faces en peignant ou en sélectionnant comme ceci. On a des options aussi pour le soft select, donc pour avoir une sélection, voilà, qui inclut d'autres vertex aux alentours, etc. Et vous voyez, donc ce panneau va changer en fonction de l'outil que j'ai de sélectionner.
Donc là, avec mon objet Move, c'est d'autres options qui apparaissent. Avec l'objet Rotation, c'est encore d'autres fonctions qui apparaissent. Si je prends par exemple mon Insert Edge Loop Tool, ça va être encore d'autres options. Donc on va pouvoir accéder à toutes ces options ici. Donc ces options en fait qui sont aussi accessibles en appuyant sur les petites boîtes à côté dans notre menu. Donc vous voyez par exemple l'Insert Edge Loop Tool que j'avais tout à l'heure. Je peux tout simplement cliquer dessus pour l'activer, mais je peux aussi venir ici et cliquer sur la petite boîte à côté et ça va me faire apparaître mes outils. Donc là ça me fait apparaître mon Tool Settings à côté. Si je ferme le Tool Settings ici et que je reviens ici, donc en fait je ne vais pas le fermer, voilà, je vais le mettre en fenêtre flottante. Donc vous voyez qu'on peut aussi mettre le Tool Settings en fenêtre flottante et comme ça à chaque fois qu'on vient faire Insert Edge Loop, voilà, on a la fenêtre de Tool Setting qui arrive en fenêtre flottante. Moi je préfère la voir ici à côté. Ensuite on a l'attribut Editor, donc là c'est plein de choses qu'on va pouvoir faire sur nos objets. Donc on a Mental Ray, on a plein d'options, donc par exemple pour désactiver nos objets dans notre rendu. Donc là encore, on a plein de trucs qui peuvent faire peur, mais vraiment, on utilise pas beaucoup de choses là-dedans. Je vous dis par exemple, on va utiliser l'onglet Mental Ray, l'onglet Object Display, et peut-être Mesh Control, et c'est tout. Il y en a plein qu'on va pas utiliser. Donc n'ayez pas peur. Et le Channel Box. Donc le Channel Box, par contre, on va l'utiliser un peu plus souvent. Donc là, ça va répertorier toutes les fonctions que j'ai faites. Donc Maya travaille comme ça en fait. On va avoir un historique de ce qu'on a fait. Donc là, vous voyez que tout ce que j'ai fait, par exemple l'extrusion, je peux venir ici et changer mon extrusion. Donc je vais venir ici par exemple et changer après coup l'extrusion que j'ai fait. Donc changer sa taille, changer d'autres choses aussi. Et au-dessus, ici, on a donc les attributs de translation, de rotation, de scale et la visibilité. Donc par exemple, je peux cacher mon objet en passant la visibilité à off. Je la repasse à on. Et donc là, on a les options de translation. Donc ça va nous permettre également, avec le channel box, de faire par exemple des translations. Donc plutôt que d'utiliser voilà, le, euh, le, le gizmo ici en cliquant sur l'axe, on peut venir sélectionner l'axe ici dans notre channel box, faire un clic du milieu dans la vue 3D et changer sa valeur. Donc vous voyez, je sélectionne, je fais un clic du milieu dans la vue 3D et ça va changer la valeur. Je peux en sélectionner plusieurs aussi, donc je peux par exemple sélectionner les 3 translate, et voilà, et là ça va me permettre de faire une translation. Je peux sélectionner les 3 scale, faire un scale, voilà, comme ceci. Alors je peux appuyer sur la touche CTRL en même temps pour faire varier les valeurs plus légèrement. Donc là vous voyez sans la touche CTRL ça varie beaucoup. Donc là on passe de 3 à 4 assez rapidement. Alors qu'avec la touche CTRL enfoncée, voilà, ça va être beaucoup plus précis. A l'inverse, on peut appuyer sur la touche Shift pour aller encore beaucoup plus rapidement. Donc là vous voyez qu'on passe directement de dizaine par dizaine. Les valeurs changent très rapidement. Voilà. Donc CTRL pour être précis, Shift pour aller beaucoup plus large et normal pour voilà, avoir quelque chose entre les deux. Donc voilà pour la channel box et pour notre compte rendu de l'interface, donc cette partie sur l'interface de Maya. Donc j'espère que vous en savez maintenant un peu plus sur cette interface. Alors dans cette partie, on va voir comment créer nos propres shelves ici. Donc comment ajouter des icônes ici dans notre shelf custom, donc qui doit être vide par défaut euh, à l'installation de Maya. Et on va aussi voir comment on peut créer nos propres shelves, donc comme celui-là, MailScript, que j'ai créé. Donc pour ajouter des options ici dans le custom, on va utiliser les touches CTRL-SHIFT. Donc je vais par exemple venir dans mon onglet Mesh ici, donc je détache la fenêtre, et je vais par exemple vouloir ajouter l'option Smooth. Donc j'appuie sur CTRL-SHIFT sur mon clavier, et je clique sur Smooth, et vous voyez que ça m'a ajouté l'icône dans mon onglet Custom. Donc comme ça, je vais pouvoir ajouter plein d'options que j'aime bien, voilà, comme le Fill Hole, Mirror Cut, etc. Donc ça va directement me les ajouter dans l'onglet Custom. Donc après, je peux venir éditer donc, les icônes que j'ai ici. Donc je peux par exemple les supprimer en faisant un clic droit.
et venir faire supprimer, donc delete ici. Je peux aussi faire open, donc là ça va tout simplement m'ouvrir mon shelf editor avec la fonction que j'ai décidé d'ouvrir. On va avoir l'image qui caractérise notre icône. On va avoir le tooltip, donc qu'est-ce que ça indique quand on passe notre curseur par-dessus. On a aussi le label, donc là par exemple je vais mettre fill hole, donc FH. On peut changer la couleur, etc. Plein de choses, donc je vous laisse découvrir tout ça par vous-même. Donc je vais faire save all shelves, et là vous voyez que j'ai FH qui vient de s'ajouter. Donc je viens de, voilà, d'éditer cette fonction. On peut aussi donc venir, voilà, éditer la ligne de code mail qui est exécutée quand on appuie sur ce bouton. Donc là vous voyez que quand j'appuie sur ce bouton, en fait ça va exécuter la commande fill hole dans Maya. Donc je vais venir ici par exemple avec mon script editor. Là je vais le réduire un peu. J'efface tout ça. Je vais, voilà, créer un trou ici. Et donc vous voyez ici, si je sélectionne, voilà, cette partie-là, que je clique ici, vous voyez que ça a fait la commande fill all, donc exactement la même que j'avais ici quand j'ai fait edit. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir créer nos propres scripts mail et les enregistrer dans des boutons, donc comme je l'ai fait ici. Donc comme ça, voilà, si je fais edit, vous voyez qu'ici j'ai un script mail qui me permet de faire un mask ID, donc j'expliquerai ça peut-être plus tard. Pour l'instant, c'est pas très utile de savoir ce que c'est. Donc voilà comment créer des boutons, comment les ajouter en fait à notre onglet custom et comment les customiser. Et on a aussi ici, si on clique sur la petite flèche, le shelf editor, donc c'est la même fenêtre que l'on avait tout à l'heure. Mais ça va nous permettre donc d'avoir plus de contrôle et de vraiment contrôler tout ce qu'on veut. Donc on va pouvoir par exemple venir ici et créer un nouveau shelf. Donc là je vais cliquer sur New Shelf, je vais l'appeler tuto, voilà. Et donc dans ce shelf je peux venir ajouter des options. Donc là je vais ajouter, voilà, un user script, et donc là je vais pouvoir assigner, donc comme pour toutes les autres choses, une image, un texte pour le tooltip, etc. Je vais pouvoir assigner une commande mail à exécuter quand je clique sur le bouton, etc. Donc on va vraiment avoir un contrôle total, et là vous voyez que j'ai mon shelf tuto qui s'est ajouté avec mon icône par défaut, donc l'icône que je viens de créer. Donc après on peut aussi, voilà, changer de place notre shelf qu'on vient de créer, et donc le placer où l'on veut dans notre barre. Donc voilà à peu près pour, voilà, ce custom shelf. Donc là je supprime celui que j'ai créé puisque j'en ai plus besoin. Et donc voilà comment vous pouvez customiser votre interface. Donc CTRL SHIFT et clic sur une fonction pour ajouter au custom shelf. Alors dans cette partie, je vais vous montrer comment éditer les faces, les vertex et les edges. Donc on va entrer dans le vif du sujet. Donc je vais déjà créer un objet. Donc là vous voyez que je viens dans ma barre polygone, et si je clique sur un objet, vous voyez que moi j'ai cette option drag the base on the grid then pull up for height. Donc ça, voilà, ça me permet de faire interactivement la taille et la hauteur de mon cube. Voilà, donc je la définis moi-même, mais on peut aussi demander à Maya de créer ça automatiquement. Donc quand on va dans Create ici, donc ça c'est le menu qui va nous permettre, voilà, d'accéder à ces raccourcis qu'on a ici dans notre shelf. Donc là on a polygone primitive, et là vous voyez qu'on a sphère, cube, cylindre, etc. Donc c'est exactement la même chose qu'ici. Donc si je clique sur cube par exemple, ça me remet la même chose et je peux faire mon cube. Alors vous voyez par contre qu'on a ici Interactive Creation. Alors si je désactive, voilà, cette icône ici, et que je clique sur cube, vous voyez que maintenant ça l'a tout simplement placé au milieu de ma vue 3D avec un scale de 1. Donc ça va dépendre de ce que vous préférez. Moi personnellement je préfère utiliser la création interactive comme je vous ai montré tout à l'heure, donc comme ça, qui va me permettre vraiment d'être beaucoup plus précis dès le départ et de faire exactement ce que je veux. Ça va me permettre aussi de créer des objets par-dessus des autres. Donc par exemple je crée un cube ici,
Voilà, et imaginons que je veuille créer une petite bordure ici. Donc si j'ai Interactive Création désactivé, je vais devoir cliquer sur Cube, prendre mon cube, donc là j'appuie sur W ou je clique ici pour faire apparaître mon Move Tool, et je vais être obligé de venir ici, de le placer, de faire un scale, de le placer où je veux, de faire un scale voilà, sur les axes dont j'ai besoin, de le placer, etc. Donc ça va être assez long. Alors qu'avec l'Interactive Creation, je peux par exemple sélectionner mon objet, venir cliquer sur l'aimant ici, Make the Selected Object Live, et ça va me permettre voilà, de créer mon cube directement à la surface de cet objet. Donc je le dessine, donc là, de la longueur que je veux, je tire pour la hauteur, et là directement, voilà, j'ai ma bordure de créer, donc beaucoup plus rapidement que ce que j'ai fait tout à l'heure sans l'Interactive Creation. Donc là, ça va dépendre de ce que vous préférez. Moi, je préfère l'avoir de cocher. Donc, maintenant qu'on a notre cube, je vais vous montrer comment passer en mode Edge, Vertex et Face. Donc, il y a plusieurs moyens d'y arriver. Alors, la méthode longue, c'est de passer par les outils ici. Donc là, on est en mode objet. Donc là, vous voyez que si j'ajoute plusieurs objets dans ma scène, je vais pouvoir les sélectionner, voilà, celui-ci ou celui-ci, mais on va pouvoir entrer en mode ici component. Donc component type, donc qui va nous permettre d'accéder à des options donc comme les vertex, les edges, voilà les edges ou les faces. Donc vous voyez qu'on peut venir ici, donc cliquer sur la première icône pour sélectionner les vertex, la troisième pour les edges et la quatrième, voilà, pour les faces. Donc c'est pratique, c'est visuel, mais c'est un petit peu long. Donc vous voyez, après si je veux revenir en mode objet, je dois recliquer ici, et ça me fait revenir en mode objet. Donc Maya a un moyen beaucoup plus rapide d'y accéder en maintenant le clic droit. Donc je vais faire un clic droit, le maintenir, et là vous voyez que j'ai des options. Donc j'ai un petit menu qui apparaît comme ça. Donc ces menus, il y en a beaucoup dans Maya, il y en a certains qui sont bien cachés, qui sont accessibles avec des raccourcis clavier ou tout simplement avec la souris. Donc vous voyez qu'en faisant un clic droit et en maintenant le clic droit, j'ai voilà, une petite ligne ici qui apparaît et qui me permet de sélectionner plusieurs choses. Donc là, je peux sélectionner les faces, les edges ou les vertex. Donc ça va me permettre d'aller beaucoup plus vite. Vous voyez que j'ai aussi Object Mode. Donc par exemple, je vais pouvoir venir ici sélectionner mon objet en mode objet. C'est beaucoup plus rapide que d'aller par ici. Et c'est encore plus rapide dans le sens où vous n'avez pas à attendre que l'onglet apparaisse, que la case cochée soit surlignée en bleu pour l'activer. Vous voyez que si je fais hop un coup comme ça, je reviens directement en mode objet. Donc là, c'est un peu du par cœur, il faut savoir où il se trouve. Moi, maintenant que je suis un peu habitué à Maya, je sais que par exemple, pour sélectionner les phases, je vais faire clic droit et je vais descendre vers le bas. Donc là, hop, clic droit et on descend la souris vers le bas, ça nous met en mode face. Clic droit vers le haut, c'est en mode edge. Clic droit vers la gauche, c'est en mode vertex. Et clic droit et la diagonale au-dessus, c'est le mode objet. Donc là, vous voyez qu'on peut très facilement voilà, venir sélectionner nos faces, nos vertex, nos edges ou revenir en mode objet. Alors ce petit panneau va changer en fait en fonction de là où est notre curseur. Donc là vous voyez que si je fais un clic droit avec le curseur au-dessus du cube et que je descends sélectionner les faces, ça va me permettre de sélectionner les faces de mon cube. Par contre si je viens mettre mon curseur ici au-dessus de la sphère, même si le cube est sélectionné, si je place mon curseur au-dessus de la sphère et que je vais en mode face, voilà, je vais pouvoir sélectionner les faces de ma sphère. Donc là, vous voyez qu'automatiquement le cube se désélectionne et c'est la sphère qui devient active. Donc j'ai pas besoin forcément de revenir en mode objet, de sélectionner mon cube et de venir en mode face pour sélectionner les faces. Même si je suis en mode component ici, donc en mode face, je peux venir sur un autre objet, voilà, clic droit vers le haut et venir sélectionner les edges. Donc ça va nous permettre très rapidement voilà, de passer d'un objet à l'autre sans avoir besoin de revenir à chaque fois en mode objet. Donc vous voyez, clic droit, vertex, edge, face, on a aussi les UV, multi, vertex, face, donc là c'est d'autres choses qu'on utilise moins souvent. Et vous voyez qu'on a aussi d'autres options très souvent utilisées. Donc on peut par exemple
je vais revenir en mode objet. On peut par exemple assigner un nouveau matériel. Donc là, je vais assigner un blin à cet objet. Donc le blin que je retrouve dans l'attribut editor. Donc voilà, vous voyez l'attribut editor qui me permet de changer par exemple la couleur et plein d'autres paramètres qu'on verra dans d'autres tutoriels. Donc vous voyez qu'avec ces menus, on a accès à beaucoup de choses. Donc c'est comme ça que ça va aller très très rapidement pour faire des sélections, etc. dans Maya. Donc par exemple, je vais vouloir augmenter donc la hauteur de mon cube, donc je vais venir en mode phase, je sélectionne, j'appuie sur W pour faire apparaître le gizmo de Translate, et voilà, je fais glisser. Je veux sélectionner des vertex, je viens ici, je sélectionne des vertex et je les bouge. Donc vous voyez que c'est très rapide. Donc voilà pour cette partie sur comment accéder au mode component, donc les vertex, les edges, les faces et l'object mode. Alors dans cette partie, on va voir ce qu'on appelle la hotbox dans Maya, donc H-O-T-B-O-X. Donc la hotbox, donc c'est voilà, cette chose qui apparaît et qui va nous permettre d'aller encore plus vite dans notre manipulation de Maya. Donc là, je vais par exemple créer un cube, voilà. Et donc cette hotbox, voilà, donc elle apparaît quand on maintient la barre d'espace enfoncée. Donc vous voyez, j'appuie sur barre d'espace, je maintiens enfoncé et j'ai plein de paramètres qui s'affichent ici. Donc ces paramètres, ça va me permettre d'accéder très rapidement à toutes mes options que j'ai ici, donc animation, polygone ici. Donc par exemple, voilà, en appuyant sur la barre d'espace, je vais pouvoir accéder à mon menu Edit Mesh et utiliser mon Insert Edge Loop Tool. Voilà. Donc plutôt que de venir en haut dans le menu et de cliquer ici, je peux venir avec mon hotbox et j'ai les menus qui apparaissent ici. J'ai aussi les menus File, Create, Display, etc. On a les menus en dessous ici, View, Shading, Lighting qu'on retrouve ici. Donc là je peux changer par exemple pour le Viewport 2.0. Et on a les commandes récentes qu'on a utilisées, donc par exemple le voilà, Active Viewport 2.0, Polygon Cube, etc. qu'on peut réactiver ici. Et on a le Hotbox Control ici. Donc le Hotbox Control, ça va nous permettre de contrôler qu'est-ce qu'on veut afficher dans notre menu. Donc vous voyez que pour l'instant, en fait, je peux mettre Show All, et alors là, je vais avoir tous les menus, donc tous les menus qu'on a ici, qui vont être affichés, voilà, dans cette Hotbox. Je peux tous les cacher et n'avoir que voilà cette interface pour la Hotbox. Et là, donc je vais venir ici, voilà, et vous voyez que à chaque fois, ça va changer. Donc si je viens en haut, donc entre ces deux traits, je vais avoir par exemple Persp Graph, Persp Outliner. Donc là, ça va me permettre de changer mon interface. Si je viens à droite, je vais pouvoir changer par exemple, donc je vais pouvoir cacher le Time Slider, la Toolbox, etc. La Status Line, plein de trucs du genre. Si je viens en dessous, je vais pouvoir, donc je vais revenir en mode normal, je vais pouvoir afficher des fenêtres. Donc là, j'affiche mon outliner, je peux venir afficher le render view, je peux venir afficher l'hypergraphe et plein de choses du genre. Donc moi, je vais revenir avec ma caméra de perspective. Et ici à gauche, on a d'autres options, donc pour objets, composants, déformation, etc. Alors moi personnellement, je préfère bosser voilà, avec ces menus, sauf que je préfère en avoir moins en dessous. Donc je préfère avoir uniquement celui que j'ai sélectionné ici en haut. Donc pour ça, vous venez dans la Hotbox Control, et donc par exemple, je vais cacher le rendering, vous voyez que ça le cache. Cacher les surfaces, cacher l'animation, etc. Donc là, vous pouvez voilà, customiser tout ça. Vous pouvez aussi voilà, décider de ne pas afficher les common menus ou les pan specific menus. Donc vous voyez que vous avez un grand niveau de customisation pour cette hotbox. Vous pouvez même régler la transparence, voilà, pour avoir quelque chose de plus transparent. Vous avez des espèces de presets ici, donc pour avoir uniquement les zones. Donc là, voilà, ça nous permet d'avoir la zone du centre seulement. Donc là, on a vraiment plus que le Maya qui s'affiche. Donc là, c'est à vous de voir ce que vous préférez, hein. Donc là, je vais revenir, voilà,
en mode normal. Et on a donc plein de choses que vous pouvez découvrir pour customiser cette hotbox. Donc on a aussi quelque chose qui est très intéressant avec la barre d'espace. C'est, voilà, si on fait voilà, un tap très rapide sur notre barre d'espace, ça va nous permettre de naviguer entre nos différentes vues. Donc par exemple, si je viens en 4 vues ici, donc là j'ai mes 4 vues, en appuyant tout simplement sur la barre d'espace, donc je ne maintiens pas enfoncé, je fais tout simplement appuyer très rapidement, ça va me permettre de changer de vue. Donc ça va être dépendant de là où est mon curseur. Donc par exemple, si je veux aller en vue de top, je place mon curseur dans la vue de top et j'appuie sur la barre d'espace rapidement. Et donc vous voyez que paf, très rapidement, on peut venir voilà, changer de vue avec cet outil. Donc ça marche avec tout, hein. Si je viens avec l'outliner, je peux venir ici, je place mon curseur au-dessus de l'outliner, j'appuie sur la barre d'espace, et le outliner prend toute la place de mon écran. Pareil avec Clipper Shade, voilà, je peux voilà, agrandir chacune des parties de mon écran en appuyant sur la barre d'espace. Donc ça, c'est très pratique. Donc voilà pour la hotbox, donc c'est un outil que vous allez utiliser très souvent. Ça faut l'apprivoiser, hein, puisque au début on ne sait pas trop où se trouvent les différents boutons. Donc là c'est vous qui allez configurer selon ce que vous préférez le plus la hotbox pour qu'elle convienne à vos besoins. Donc voilà pour la hotbox de Maya. Alors dans cette partie on va voir comment créer des groupes avec nos objets. Donc je vais commencer par créer voilà, différents objets. Voilà. Et donc ces objets, on va pouvoir les placer dans différents groupes pour mieux organiser notre scène. Donc je vais venir cliquer ici à gauche sur cette icône pour faire apparaître l'outliner. Et donc là, vous voyez qu'on a tous nos objets. Donc je vais les renommer. Donc pour les renommer, on double-clique dessus. Voilà, et on entre le nom qu'on veut. Donc comme ça va me permettre déjà de savoir plus précisément où j'en suis. Et donc on va voir comment créer des groupes. Alors pour créer des groupes, il y a plusieurs moyens. Donc vous pouvez tout simplement sélectionner par exemple deux objets, donc comme le cube et la sphère, venir dans Edit et faire groupe ici. Donc là vous voyez, on a des raccourcis clavier, donc CTRL G. Ici il y a un autre raccourci clavier pour enlever le groupe, donc ça normalement il n'est pas par défaut dans Maya. C'est moi qui l'ai associé dans le Hotkey Editor, donc le Hotkey Editor qui se trouve dans Windows Setting Preference Hotkey Editor, et là vous voyez qu'on a Edit, et quelque part par là on doit avoir un groupe qui est ici, voilà. Donc là voilà, un groupe option, donc Edit, voilà, cette fonction ici, donc vous pouvez mettre un raccourci clavier à cette fonction. Moi j'ai mis CTRL SHIFT G pour que ce soit plus facile. Donc là on a notre groupe qui est créé avec notre cube et notre sphère. Donc vous voyez que maintenant si je sélectionne mon groupe, ça me sélectionne mes deux objets. Si je prends mon Move Tool, donc j'appuie sur W ou je clique ici, je vais pouvoir bouger en même temps mes deux objets. Et je vais pouvoir donc aussi renommer mon groupe. Voilà, donc pardon, le cube sphère. Et donc ça permet d'organiser notre vue 3D. On peut par exemple donc venir dans l'outliner et cacher des objets. Donc pour cacher un objet, c'est CTRL H. Donc je peux le cacher soit à partir de ma vue 3D. Donc je viens ici sélectionner mon objet dans ma vue 3D, je fais CTRL H pour le cacher. Vous voyez que dans l'outliner ici, il devient grisé. Pour le faire réapparaître, je fais CTRL SHIFT H et il réapparaît. Donc je peux cacher un groupe ou le faire réapparaître. Alors l'autre moyen pour ajouter des objets dans un groupe ou les enlever, c'est de les sélectionner avec le clic du milieu. Donc là vous voyez que j'ai sélectionné mon objet, donc je fais un clic du milieu sur mon objet sphère, et vous voyez que je peux voilà, le sortir du groupe. Alors attention, on a plusieurs options. Vous voyez que là, ça entoure, j'ai un cadre de sélection autour de mon objet cône. Donc si je lâche ici, voilà, notre sphère va être parentée à notre cône. Donc là, c'est encore autre chose. Je ne vais pas en parler tout de suite dans cette vidéo de qu'est-ce que c'est qu'un parent et un enfant dans le monde de la 3D. Je laisse ça pour une autre partie. Et donc faites bien attention pour enlever un objet d'un groupe ou le déparenter d'un objet.
faut bien qu'on ait justement la petite ligne. Donc là, voilà, si mon groupe est entouré, ça va le mettre dans le groupe. Et si on a juste la petite ligne, ça va le sortir de notre groupe. Donc ça peut être très pratique, voilà, pour déplacer des objets, par exemple, dans notre outliner. Donc on peut réorganiser comme ça, voilà, notre hiérarchie des objets. Donc si je veux mon cylinder en dessous, voilà. Et on peut donc ajouter des objets dans des groupes. Et donc là, voilà, j'ai tous mes objets dans le même groupe. Je peux sélectionner mon groupe et tout bouger d'un coup. Et je peux venir faire Edit, Ungroup, et voilà, mon groupe est supprimé et mes objets sont redevenus indépendants. Donc voilà pour les groupes. Alors dans cette vidéo, on va voir comment assigner des matériaux à nos objets. Donc je vais commencer en créant un cube, voilà. Je passe en mode Shaded, donc en appuyant sur la touche 5 de mon clavier ou en cliquant sur la petite icône ici. Et je vais vouloir donc assigner un nouveau matériau à mon objet. Donc vous voyez que par défaut c'est le Lambert qui est activé, donc ce matériau gris. Donc je vais venir dans le Hypershade ici, donc en cliquant sur l'icône là, et vous voyez que par défaut donc j'ai le Particle Cloud, le Shader Glow et le Lambert. Donc ça faut pas y toucher, c'est les shaders par défaut qui permettent d'avoir un affichage normal de nos objets dans la vue 3D. Donc là si je veux par contre assigner un matériel différent à notre objet, tout va se passer ici. Donc je vais déjà sélectionner mon matériel, donc on a plusieurs options. Donc on a les matériaux de Maya ou ceux de Mental Ray. Donc dans Maya, vous voyez qu'on a par exemple ici le Blinn, Phong, le Lambert qui est ici, donc celui qu'on a par défaut. Mais ces matériaux sont de moins en moins utilisés, je dirais. Surtout donc si vous utilisez Mental Ray, on a les matériaux Mental Ray ici comme le Mia Material X, on a les Carpaint, les SSS, etc. Donc pour l'instant je vais y aller avec les shaders par défaut, on va pas se lancer dans le Mental Ray tout de suite. Donc je vais créer un Blinn, donc pour créer un matériel vous cliquez dessus tout simplement, et ça l'ajoute ici. Donc ensuite pour assigner ce matériau à notre objet, on va tout simplement faire un clic du milieu, donc on fait un clic du milieu, on maintient le clic, et on glisse ce matériau sur notre objet. Donc là vous voyez que ici j'ai marqué Result Dropped Blinn sur Cube. Donc là il nous dit qu'il a, n'y a pas eu de problème, il a envoyé le matériau Blinn sur notre cube. Donc ça c'est la première méthode, donc clic du milieu et on glisse sur notre objet. L'autre méthode, donc là je vais créer par exemple un Phong pour dissocier. L'autre méthode, c'est de venir donc avec notre objet ici, donc on n'est pas obligé de le sélectionner, on peut tout simplement faire un clic droit sur notre objet, on peut le sélectionner si on veut, on fait un clic droit et là vous voyez qu'on a Assign Favorite Material, Assign Existing Material, donc il faut faire bien attention. Si on fait Assign Favorite Material, ça va créer un nouveau matériel. Donc là si je viens par exemple et que je fais Blinn, vous voyez que ça m'a créé un nouveau Blinn. Donc je ne veux pas de ce nouveau Blinn, donc je l'ai supprimé. Donc là, ce qui donne cette couleur rose à mon objet quand on n'a aucun matériel qui est assigné à notre objet. Donc là, si je fais Assign Favorite, ça va prendre les matériaux favoris, donc ceux que j'aime le plus, quoi, qui sont dans mes favoris, et ça va en créer un nouveau et l'associer directement à mon objet. Ce que je peux faire par contre, c'est venir et Assign Existing Material, donc là ça va assigner à mon objet un matériel qui est déjà existant. Donc là vous voyez que je retrouve mon Blinn, mon Lambert par défaut et le Phong. Donc là je peux venir sélectionner le Phong et l'appliquer à mon matériau. Donc voilà les deux moyens les plus pratiques pour assigner un matériau à notre objet. On peut aussi, donc pour aller plus rapidement, donc là je vais supprimer mon Blinn et mon Phong. Je réassigne le Lambert, voilà, pour pas avoir cette couleur rose. Et on peut directement créer un matériau depuis la fenêtre 3D. Donc je vais revenir sur ma fenêtre 3D, je vais faire un clic droit sur cet objet, et là vous voyez qu'on a Assign New Material. Donc si on clique dessus, hop, ça nous amène cette fenêtre. Donc c'est exactement la même fenêtre que celle qu'on avait sur l'Hypershade ici, vous voyez, on retrouve les mêmes options. Et donc là on va pouvoir venir sélectionner directement tous nos matériaux. Donc je vais venir sur Maya, je vais ajouter un Surface Shader,
Et voilà, j'ai ajouté un Surface Shader, donc il est créé. Si je reviens dans mon Hypershade, on va voir qu'il est créé. Voilà, donc j'ai eu un petit problème de rafraîchissement, vous voyez qu'il n'était pas apparu. Donc pour rafraîchir, tout simplement, vous passez sur un autre onglet et vous revenez dans Material, et voilà le Surface Shader qui est apparu. Donc voilà les moyens rapides pour assigner un matériel à notre mesh 3D. Alors dans cette partie, on va voir beaucoup de choses puisqu'on va voir les principaux outils de modélisation, donc les outils qu'on retrouve dans le panneau Mesh et dans le panneau Edit Mesh. Donc tout ce qui concerne les extrusions, les bevel, les merges, etc. Donc on va prendre tout simplement un cube. Donc je dessine mon cube, je passe en mode Shaded, et à partir de ce cube, on va faire tout plein d'opérations qui vont nous montrer donc toutes les bases du logiciel en modélisation. Donc on va commencer avec Mesh. Donc Mesh, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va faire des opérations sur l'objet en général. Donc ça va pas faire d'opérations sur les vertex, les faces, etc. Ça va nous permettre par exemple de faire un smooth sur un objet en général dans sa globalité, de combiner plusieurs objets ensemble, de faire des miroirs, donc de faire un miroir sur notre objet, tout plein de choses du genre. Donc on a premièrement Combine. Donc Combine, qu'est-ce que ça va faire? Tout simplement, si on a deux objets, donc là je duplique mon cube avec CTRL D, j'appuie sur W pour faire apparaître mon gizmo et je le bouge. Donc là j'ai deux objets distincts, un cube ici et un cube ici, et imaginons que je ne veuille avoir qu'un seul objet avec ces deux cubes, donc je sélectionne mes deux cubes et je fais Combine. Et là vous voyez que maintenant ce n'est plus qu'un seul objet, donc si je vais en mode face, donc clic droit face, voilà, j'ai accès à toutes mes faces dans le même objet, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà, donc je reviens en avant. Voilà, quand j'avais deux mèches séparées, voilà, quand je viens en mode face, je n'avais pas accès au mode face de l'autre objet. Donc voilà à quoi sert le combine. On a ensuite le extract qui est assez intéressant. Donc par exemple, si je viens en mode face et que je veux extraire cette face, je vais cliquer sur extract. Je vais avoir un gizmo qui va apparaître et là ça va me permettre d'extraire, donc de séparer cette face. Donc pour valider, j'appuie sur le curseur, donc j'appuie sur la touche Q où je viens sélectionner mon curseur pour valider cette opération, et là vous voyez qu'on a deux objets distincts. Donc je peux maintenant bouger cette face, voilà, indépendamment de mon cube. Alors justement, quand on a une face en moins, donc un trou comme ça dans notre polygone, une option qui est intéressante, c'est le fill hole. Donc là, il va falloir sélectionner des vertex qui constituent un trou comme ceci pour les compléter. Donc je viens en mode vertex, donc clic droit edge, je viens en mode edge, donc clic droit edge, je sélectionne les edges ici. Alors pour faire une sélection comme ça, une sélection en boucle, on va double-cliquer sur l'edge. Donc plutôt que de venir sélectionner une par une les edges, je double-clique ici et ça va faire la sélection en boucle. Et ensuite quand je fais Fill Hole, vous voyez que maintenant j'ai une face qui s'est rajoutée que je peux sélectionner et bouger. Voilà. Et ensuite on a par exemple donc le Mirror Geometry. Alors le Mirror Geometry, si je déplace par exemple mon cube ici, alors je vais cliquer sur la petite boîte à côté pour faire apparaître mes options. Donc on a les options ici. Et là, je vais pouvoir faire donc un mirror donc selon différents axes. Donc là, on voit ici en bas de mon écran que j'ai les axes. Donc l'axe des X qui est dans ce sens, l'axe Z dans ce sens et l'axe Y en hauteur. Donc dans Maya, contrairement à certains autres logiciels 3D, c'est l'axe Y et non l'axe Z qui définit la hauteur. Donc là, par exemple, si je veux dupliquer mon cube sur l'axe des X en faisant un mirror, je vais venir sur le plus X, mirror, et là voilà, ça m'a fait un mirror sur l'axe des X. Donc voilà pour les fonctions principales, il y en a d'autres que je ne vais pas citer dans cette vidéo car elles sont moins utiles. Et on va tout de suite passer à l'edit mesh où là ça va être beaucoup plus intéressant puisqu'on va pouvoir faire des actions sur notre géométrie. Donc on a premièrement l'extrude.
Donc l'extrude, je vais venir en mode face, prendre par exemple la face du dessus et cliquer sur extrude. Alors quand on clique sur extrude, on a une petite boîte qui apparaît ici, donc c'est un peu pareil que dans 3ds Max. Et on peut par exemple donc régler la hauteur, donc la thickness, le offset et le nombre de divisions. Donc ces paramètres, on peut voilà, entrer des valeurs en cliquant sur le nombre ici et entrer des valeurs avec notre clavier numérique. On a aussi les gizmos ici qui nous permettent de faire la même chose. Donc si par exemple je viens cliquer voilà, sur l'axe ici pour soulever ma face, ça va faire la même chose. Je peux faire un scale dans ce sens ou dans ce sens, donc toujours en utilisant les gizmos qui sont disponibles. Donc je valide en appuyant sur Q pour revenir sur mon outil de sélection. Et donc vous voyez que ces options extrude, on peut aussi y accéder voilà, avec la petite boîte ici et directement entrer le nombre de divisions, l'offset, la thickness, etc. Ensuite on a Bridge. Alors Bridge dans Maya c'est assez comment dire, il est assez embêtant puisque des fois il va nous faire des erreurs. Donc par exemple, il vaut mieux utiliser le Happen to Polygon Tool plutôt que le Bridge, je vais vous montrer pourquoi. Donc par exemple, si je double-clique voilà, sur l'arête ici et que j'appuie sur Bridge, donc là ça ne marche pas, je pense qu'il faut... Voilà, donc je vais sélectionner cette arête ici et cette arête ici. Donc deux arêtes, l'une en face de l'autre. Je vais venir dans les options de Bridge, je vais faire Reset, alors par défaut c'est 5, donc là vous voyez qu'on a une petite boîte qui nous permet de faire un reset sur les settings. Alors par défaut les divisions sont de 5, moi je vais les mettre à 0, je vais faire Apply, et là vous voyez que ça me ferme donc cette face au-dessus. Donc là on a l'impression que c'est bon, qu'on a fermé notre face, qu'il n'y a pas de problème. Mais si on revient en mode objet, et qu'on fait un smooth sur notre objet, donc c'est un preview simplement, on ne va pas vraiment rajouter des phases. Donc pour faire un smooth preview, on va appuyer sur la touche 3 de notre clavier numérique. Donc là vous voyez que ça lisse mon cube, mais c'est juste une prévision, hein. Si on veut faire un vrai smooth, il faut venir dans Mesh. Ici on a Smooth, et là on va pouvoir faire un vrai smooth. Mais là vous voyez qu'on a des problèmes ici. Vous voyez, c'est pas vraiment ce qu'on aimerait avoir. Donc, je reviens en arrière. Et donc vous voyez que c'est ça le problème avec le bridge, c'est que quand on fait un bridge sur deux arêtes comme ceci, ça va pas souder les arêtes qui sont ici. Donc en fait, ici, on a deux arêtes l'une sur l'autre. Vous voyez d'ailleurs, quand je sélectionne, là, c'est assez bizarre, ça passe par toutes les couleurs. Donc ça montre bien qu'on a deux arêtes l'une sur l'autre. Et malheureusement, c'est assez difficile dans Maya de régler tous ces problèmes. Donc ce qu'on va préférer, plutôt que d'utiliser un bridge pour fermer une ouverture comme ça, donc on va par exemple préférer le fill hole. Donc là, on va sélectionner toutes nos arêtes, on fait un fill hole. Et là, si je reviens en mode objet, vous voyez que quand je fais un smooth, on n'a plus aucun problème. On a aussi donc l'outil d'après qui est le Happen to Polygon Tool. Donc c'est un outil assez sympa qu'on utilise assez souvent. Donc je clique dessus, là vous voyez que mes edges se surlignent en vert, et là je peux cliquer sur une edge, donc ça va me mettre des grosses flèches sur chaque edge, et qui vont m'indiquer le sens dans lequel je dois cliquer. Donc là on a des flèches, donc vous voyez que ça part dans ce sens, donc si je veux fermer le trou, je vais cliquer sur cette arête, donc là vous voyez que ça me crée une face, et ensuite sur cette arête. Et là, vous voyez que ça me ferme ma face. J'appuie sur Q pour revenir en sélection. Et là, vous voyez qu'on a fermé notre face. Et si je viens en Smooth Preview, donc avec la touche 3, vous voyez que le smooth est correct. Donc j'appuie sur la touche 1 pour revenir en mode normal, donc sans le smooth. Donc vous voyez que le bridge, c'est à utiliser vraiment avec beaucoup de précaution parce que souvent, ça va nous créer des overlaps. On va avoir des edges qui vont passer les unes par-dessus les autres et c'est pas ce qu'on veut. Donc ensuite, on a le Cut Face Tool qui peut être assez intéressant. Donc je vais me mettre par exemple en vue de face, donc j'appuie sur la barre d'espace très rapidement. Voilà, là j'ai mes 4 vues, je me mets en vue de front, donc je déplace mon curseur ici, barre d'espace, hop, pour venir en vue de front.
je vais cliquer sur mon Cut Face Tool et je vais cliquer glisser et là vous voyez que j'ai une ligne qui apparaît. Alors je peux la contraindre avec Shift, donc là j'appuie sur Shift pour faire pour contraindre cette ligne sur un angle de 45 degrés, et donc là je peux relâcher, voilà, relâcher, et là vous voyez que ça m'a coupé mon mesh, voilà, sur toute sa longueur, comme ça. Donc c'est un des moyens de couper des phases, vous voyez que je peux vraiment faire tout ce que je veux, là ça l'a complètement coupé en longueur. Donc ça permet vraiment d'être très libre dans ce qu'on fait pour couper, mais c'est pas souvent la meilleure façon, puisque là vous voyez on va avoir des triangles, ce qu'il faut vraiment éviter en 3D en général. Donc c'est pas le meilleur outil pour faire des coupures comme ça. L'outil qu'on va préférer c'est l'Insert Edge Loop Tool. Donc l'Insert Edge Loop Tool, je vais afficher les options ici. Voilà. Alors là vous voyez qu'on a plusieurs options. Alors la première c'est Relative Distance from Edge. Alors là, ce que ça va faire, c'est que on a voilà, notre curseur qui a changé et on va venir cliquer avec le clic gauche de la souris sur une arête. Et vous voyez qu'en cliquant et en glissant, on peut créer un edge loop comme ceci. Donc on va la cliquer, on relâche et là vous voyez que ça m'a créé une arête. Donc on a cette première option qui permet de faire manuellement et de placer où l'on veut. On a après d'autres options comme le multiple edge loop. Donc là, on va pouvoir entrer un nombre d'edge loop. Donc si je mets 1 par exemple, et que je clique, là vous voyez que je ne peux plus glisser mon edge loop, et que donc ça va le créer vraiment au milieu de cette face. Donc si on veut couper par exemple un mesh en deux, donc là imaginons que je vais couper ce mesh dans sa longueur comme ça, je viens ici avec le multiple edge loop et un nombre d'edge loop de 1, et ça vient couper exactement au milieu mon objet. Donc après on peut faire la même chose avec 2 ou 3 ou plus. Donc là avec 2 ça va faire deux coupures exactement égales. Donc là j'ai séparé, voilà. Donc j'appuie sur Q pour revenir en mode sélection et activer mon Insert Edge Loop. Et là donc vous voyez que j'ai divisé cette partie en trois faces. Donc voilà pour l'Insert Edge Loop Tool, donc un outil qu'on utilise très souvent. Et juste au-dessus, on a l'Interactive Split Tool. Donc là, c'est aussi un outil très intéressant. Donc vous voyez là que j'ai un petit point qui apparaît. Donc pour l'instant, j'ai un snap. Donc vous voyez que mon point se snap automatiquement sur les edges. Donc je peux désactiver ce snap. Vous voyez là, je désactive le Constraint to Edge. Et là, je peux faire, voilà, naviguer mon point sur une face. Alors personnellement, je préfère avoir le Constraint to Edge de cocher. Et donc ça, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Et bien ça va nous permettre de couper notre mèche très précisément. Donc je vais désactiver la grille, donc je clique sur la petite icône ici, où je peux aller dans Display et décocher Grid. Voilà. Et donc là, par exemple, ça va nous permettre, si je viens ici, je clique, vous voyez, de rajouter des edges. Donc je vais pouvoir par exemple venir faire le tour de mon objet et venir couper. Je viens ici, j'appuie sur Entrée pour valider et là ça m'a fait une coupure, donc c'est moi qui ai vraiment défini ce que je voulais couper. Donc on peut même aller beaucoup plus vite et carrément donc cliquer une fois ici, venir en bas, cliquer et là vous voyez que ça m'a créé tous les points entre le premier point qu'on avait ici et le dernier point sur lequel j'ai cliqué. Donc là je peux venir ici, refaire la même chose, fermer tout ça, faire entrer, et là vous voyez que ça m'a créé voilà, ces arêtes ici. Donc ça, c'est utile dans des cas précis, donc voilà, quand on veut faire rajouter des edges très précisément, on va utiliser cet outil. Ensuite, on a le Slide Edge Tool qui peut être assez intéressant. Donc là, en fait, ce que ça va nous permettre, on va venir ici, on va sélectionner par exemple cette boucle d'arête, donc je double-clique sur l'arête ici. Et là, vous voyez que j'ai Drag with Middle Mouse Button to Slide. Donc là, ça veut dire que si je fais voilà, un clic du milieu de la souris, vous voyez que je peux venir et déplacer cette edge. Donc si après coup on veut la déplacer, voilà, on a cet outil qui permet de le faire.
Donc là, dans ce cas-ci, c'est pas très utile puisque je pourrais tout simplement utiliser mon gizmo et déplacer mes edges ici. Mais par exemple, quand on a des faces comme celle-ci, donc là je vais faire un Insert Edge Loop Tool, voilà, comme ceci. Donc là, vous voyez que si on prend notre gizmo de Translate et qu'on bouge, vous voyez que ça va pas faire ce qu'on veut. Donc là, dans ce cas précis, on pourrait faire un Slide Edge et venir ici pour rapprocher cet edge comme on le veut. Donc voilà pour cet outil. On a ensuite donc les options de merge qu'on utilise souvent. Donc là par exemple, si je viens par exemple avec mon Interactive Split Tool, je vais venir ici, je vais couper mon mesh. Oups, alors je ne l'ai pas coupé dans le bon sens. Alors je reviens, Interactive Split Tool, je crée des arêtes comme ça, je coupe ici, je reviens là, et alors là, vous voyez, je vais venir ici, et par exemple, imaginez que je viens créer, et je veux fermer cette boucle, je clique ici, j'appuie sur Entrée, et là on pourrait croire que c'est fermé, mais ce n'est pas le cas. Si je viens en mode vertex, vous voyez, en zoomant, qu'on a une vertex l'une à côté de l'autre. Donc là, ça va nous créer un problème, donc ce qu'on peut faire, c'est sélectionner les deux vertex. Alors en passant, je vais en profiter pour vous parler des méthodes de sélection. Donc pour ajouter à notre sélection, c'est CTRL-SHIFT. Pour enlever à notre sélection, c'est CTRL. Donc là, j'appuie sur CTRL et je désélectionne. CTRL-SHIFT pour ajouter. Et SHIFT, ça va être pour intervertir la sélection. Donc j'appuie sur SHIFT et je fais un rectangle de sélection sur les deux vertex. Vous voyez que le vertex sélectionné se désélectionne et le vertex qui n'était pas sélectionné devient sélectionné. Donc SHIFT pour inverser la sélection, CTRL-SHIFT pour ajouter et CTRL pour enlever. Donc voilà pour la sélection. Donc là, CTRL-SHIFT sur la deuxième vertex pour le sélectionner. Et là, je peux faire par exemple un merge to center et ça va faire un merge. Donc ça va réunir ces deux vertex en une seule au centre, donc entre ces deux edges. On a aussi le merge ici. Donc ce merge là, le premier, ça va plus être quand on a vraiment des vertex les uns par-dessus les autres, puisque si on vient dans les options, vous voyez, on a un paramètre ici. Donc là, si par exemple je fais apply, vous voyez, les vertex étaient tellement rapprochés que ça les a mergés ensemble. Mais si par exemple je prends ce vertex et je l'éloigne, voilà, que je sélectionne ces deux-là, je fais apply, vous voyez que ça ne marche plus puisque le threshold est trop bas. Alors le problème avec ce threshold ici, c'est que si on le monte trop haut, on se dit bon ok, je vais voilà, je sélectionne tout, je vais le monter beaucoup pour supprimer ces deux vertex. Si on fait apply, vous voyez que ça va merger beaucoup trop de vertex. Donc il faut faire assez attention avec cet outil. Je vous dis, on va plus l'utiliser quand on n'est pas sûr si on a des vertex qui s'overlappent ou pas. On va mettre un threshold vraiment très bas, donc quelque chose comme voilà 0,001. On va tout sélectionner et avec un threshold bas comme ceci, on est sûr qu'on va pas avoir par exemple ces deux vertex qui vont merger en une seule. On est sûr que ça va être vraiment que les vertex qui sont vraiment l'une par-dessus l'autre. Donc c'est dans cette optique qu'on utilise cet outil. On a aussi le Merge Vertex Tool, donc ça c'est un outil qui est quand même très pratique. Donc là vous voyez que j'ai cette petite croix et je vais pouvoir cliquer sur une vertex. Là ça m'entoure cette vertex en rouge et je vais indiquer la cible vers laquelle je veux fusionner cette vertex. Donc là, hop, je lâche. Alors là, j'ai un petit problème parce que les vertex sont sélectionnés. Donc je reviens ici, je fais une sélection dans le vide ici pour désélectionner. Alors là, je crois voilà qu'on est arrivé dans le gros problème de Maya, qui est les sélections qui restent actives. Donc ça, c'est un des gros bugs dans Maya qui est pas très gênant mais qui arrive quand même assez souvent, c'est que des fois voilà on a des sélections comme ça qui restent actives et qu'on n'arrive pas à défaire. Donc là vous voyez que même si je viens cliquer dans le vide, la sélection reste active. Donc la méthode pour ça, c'est donc de revenir par exemple en mode vertex, de tout sélectionner et tout désélectionner. Et vous voyez que là ça rafraîchit la sélection et ça désactive tout. Donc si jamais vous revenez par exemple en mode objet et que vous voyez des edges qui sont encore sélectionnés, c'est le bug de Maya vraiment qui est assez énervant. Donc vous revenez en mode edge, vous sélectionnez toutes les edges
et vous désélectionnez tout par exemple. Donc là je vais revenir à mon problème de vertex ici, donc je viens en mode vertex, je reprends mon merge vertex tool et là donc je clique ça entoure en rouge et je vais me diriger vers l'autre vertex qui va aussi être entouré en rouge, je relâche et là vous voyez ça vient de faire un merge entre ces deux vertex. Donc on prend la provenance jusqu'à la destination, voilà, comme ceci. Donc ça me permet par exemple ici, si je veux supprimer des vertex ici, je peux venir, alors là encore, elles sont toutes sélectionnées, donc je reviens, je sélectionne tout, je désélectionne tout, je prends mon merge vertex tool et je vais faire des merges comme ceci. Donc vous voyez que cet outil est pratique puisqu'on va pouvoir choisir précisément qu'est-ce qu'on veut merger ensemble. Donc voilà pour les options de merge. Ensuite on a le bevel. Alors le bevel c'est un outil très intéressant. Donc je vais venir en mode edge, je vais double-cliquer sur cet edge ici pour faire une sélection en boucle et je vais appuyer sur bevel. Alors je vais venir dans mon attribute editor. Donc voilà, on a accès comme ceci aux options du bevel qu'on vient de faire. On y a aussi accès dans le channel box ici, vous voyez qu'on a polybevel ici. Donc on peut aussi venir cliquer sur offset et avec le bouton du milieu de la souris, venir régler cette valeur. Donc là j'appuie sur CTRL pour la régler plus précisément. Voilà, donc on peut aussi venir dans l'attribut editor. Et donc la première option c'est l'offset. Ensuite on a le nombre de segments, donc là on va pouvoir venir faire des petits arrondis comme ça sur nos bords pour ajouter un peu de réalisme. Voilà. Donc là je vais par exemple mettre 3 segments avec un offset assez bas. Je reviens en mode objet et là vous voyez comme ça on a un bord beaucoup plus adouci. Donc c'est vraiment à ça que sert le bevel. Donc voilà pour cette partie sur les principaux outils de modélisation. Alors tous ces outils, là, depuis tout à l'heure, je clique dans ce long menu ici. Donc ce menu est vraiment peut-être un des plus grands de Maya. Il y a vraiment beaucoup de choses et ça peut être assez perturbant. On peut des fois ne pas s'y retrouver et c'est assez long tout le temps de devoir venir cliquer sur des mèches pour venir chercher la fonction qu'on veut. Donc c'est là que Maya devient très intéressant puisqu'on va avoir plein de raccourcis qui vont nous permettre d'accéder à toutes ces fonctions très rapidement. Donc par exemple, je vais venir en mode face, je vais sélectionner cette face, et là, imaginons que je veuille faire un extrude, plutôt que de venir dans Edit Mesh Extrude, je vais appuyer sur la touche Shift, je vais faire un clic droit, maintenir le clic droit, et là vous voyez que j'ai un menu qui apparaît, donc ce genre de menu typique à Maya très pratique. Et alors là vous voyez que j'ai plein d'options qui apparaissent, et notamment le Extrude Face. Donc là, si je lâche, voilà, j'ai les options d'extrude, et je peux faire un extrude, un offset, etc. Et donc c'est là encore une fois qu'on va pouvoir accélérer nos techniques de modélisation puisque je n'ai plus qu'à venir cliquer sur la face, appuyer sur Shift et faire un clic droit glisser vers le bas, hop, rapidement, et là vous voyez que ça fait un extrude. Donc je peux venir ici, hop, sélectionner cette face, Shift, clic droit vers le bas, j'ai même pas besoin d'attendre que le menu apparaisse pour qu'il comprenne que je veux faire un extrude. J'ai pas besoin de faire Shift, clic droit, d'attendre que ça apparaisse, de surligner et de cliquer. Je peux directement venir, Shift, clic droit vers le bas, et ça me fait un extrude. Donc vous voyez que ça va être beaucoup plus rapide que de venir ici dans Edit Mesh. Et donc comme ça, on a plein d'autres outils qui sont accessibles. Donc si je reviens en mode objet, on peut faire Shift, clic droit, et là, en mode objet, je vais avoir mon Insert Edge Loop Tool. Donc je peux venir dans les options, donc soit je le sélectionne directement, soit je reviens en mode objet, et je vais dans les options. Donc là, ça m'amène directement dans les options, et j'utilise cet outil. Je reviens en mode face, je fais un extrude, et donc là vous voyez qu'une fois qu'on commence à comprendre le principe de ce logiciel, ça va aller très vite, puisqu'on n'a vraiment pas besoin d'attendre que le menu apparaisse. Vous voyez que là, très rapidement, je vais faire tout plein de modifications sur mon cube. On a aussi par exemple, donc là je vais venir ici supprimer cette face, je viens sélectionner ces edges, Shift clic droit, et là on a plusieurs options qui apparaissent, notamment le Fill Hole. Donc là on va pouvoir voilà, souder cette face et la fermer. Donc
Voilà, on sélectionne les edges, Shift, clic droit, et on a le fill rule qui est ici. On a aussi, donc, je reviens en mode objet, le split, donc Interactive Split Tool, donc qui est, quand on est en mode objet, accessible avec la commande donc Shift, clic droit, et qui nous amène le Split Interactive Split Tool. Donc là on a le Split Polygon Tool ou le Interactive Split Tool, donc je viens chercher le Interactive Split Tool et je l'ai d'accessible. Et alors c'est là encore que c'est très puissant, puisque même dans des menus comme ça où il y a des sous-menus, j'ai pas besoin d'attendre d'accéder au sous-menu, donc je fais Shift, clic droit, et je vais complètement à gauche, comme ça, et j'ai directement accès à mon Split Polygon Tool. Donc voilà pour les outils principaux, il y en a d'autres, donc à vous de les découvrir des fois, mais dans la prochaine vidéo, on verra tous les petits raccourcis comme ça, comme celui-ci, qui permet de changer les panneaux au-dessus. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir tous ces petits raccourcis qui vont grandement accélérer notre workflow de modélisation. Alors dans cette partie, donc comme je vous l'avais dit, je vais vous montrer tous les petits menus comme ça, les raccourcis qu'on va pouvoir utiliser dans Maya et qui vont accélérer notre méthode de travail. Alors le premier, ça va être ce raccourci qui va me permettre de changer, voilà, mes menus au-dessus, donc pour passer de animation à polygone, à surface, etc. Donc ce raccourci, c'est la touche H, donc je maintiens H et je fais un clic gauche, et là j'ai ce menu qui apparaît, donc H, clic gauche, et là je peux changer mes menus. Donc voilà, ça permet de passer d'un menu à l'autre très rapidement. Ensuite, on a donc les combinaisons CTRL clic droit, SHIFT clic droit et CTRL SHIFT clic droit. Donc ces combinaisons vont varier selon le mode dans lequel on est. Donc par exemple en mode objet, donc là je suis en mode objet, je fais Shift clic droit, je vais avoir l'Insert Edge Loop Tool, le Split, le Sculpt, le Merge, le Sculpt Geometry Tool, Cut Face, etc. Si je viens par exemple en mode face par contre, je fais Shift clic droit, là j'ai d'autres options qui apparaissent. Donc j'ai toujours certaines options comme le Interactive Split Tool que je retrouve ici. Euh, j'ai le Extrude, donc on avait vu qui est en bas, et d'autres options ici comme le Extract Face, etc. Donc moi, ce que j'utilise souvent, donc c'est le Extrude, donc c'est vraiment celui que j'utilise à 99% du temps avec ce menu. Donc je viens en mode face, je fais Shift clic droit vers le bas pour faire une extrusion. Voilà. Ensuite, donc le Insert Edge Loop Tool, donc Shift clic droit en mode objet, et le Split Interactive Split Tool, donc c'est deux des outils que j'utilise le plus aussi en mode objet avec ce menu Shift clic droit. Ensuite, on a le contrôle clic droit. Donc celui-ci, il va pas tellement changer en fonction qu'on soit en mode objet ou en mode voilà, component avec les edges, etc. Il va nous permettre de faire des conversions de sélection. Donc par exemple, si je viens sélectionner cette face, je fais CTRL clic droit, et là vous voyez que j'ai différentes options. Donc je peux faire par exemple To Edge et convertir cette sélection d'une sélection de face à une sélection d'arête. Donc voilà, donc par exemple, plutôt que de venir sélectionner les edges une par une ici, comme ceci, ou en double-cliquant sur l'edge pour sélectionner le loop, mais là vous voyez que ça ne marche pas, sur un cube comme ça, si je double-clique ici, ça ne marche pas. Donc la seule façon en mode edge de les sélectionner, c'est de venir avec CTRL-SHIFT enfoncé pour ajouter à ma sélection, c'est de venir les sélectionner une par une. Donc la méthode qui peut être plus rapide, c'est de venir en mode face, sélectionner la face, CTRL clic droit, to edge, et là voilà, ça convertit cette sélection en edge. Donc ça marche pour tout, hein. Là maintenant qu'on a des edges sélectionnés, on peut venir faire to face et convertir cette sélection en face. Et donc là, vous voyez que ça m'a sélectionné toutes les faces qui touchaient ces edges. Donc on a eu cette face ici et aussi cette face ici. On peut aussi faire to face et faire to contain face. Et là, ça va me sélectionner uniquement la face qui est contenue entre les quatre arêtes. On a après donc to vertice par exemple pour convertir cette sélection en vertex. On peut faire par exemple, donc là si je viens, voilà, je vais venir hop, rajouter des edge loops ici. Voilà.
contrôle, et là je vais pouvoir faire grow selection ou shrink selection, donc pour agrandir ou rétrécir la sélection. Et on a aussi un truc que j'utilise très souvent avec ce contrôle clic droit, donc c'est par exemple pour supprimer des edge loops. Donc si je sélectionne une edge, je fais CTRL clic droit et là j'ai Edge Loop Utilities. Alors là on va pouvoir sélectionner une edge loop, donc je fais tout edge loop et là ça sélectionne mon edge loop, donc c'est un autre moyen de sélectionner des edge loops, donc le moyen principal c'est de double-cliquer, voilà. Vous double-cliquez sur l'edge, sinon vous pouvez cliquer, faire CTRL clic droit, Edge Loop, to Edge Loop. Et ce qui va être plus intéressant par contre c'est le to Edge Loop on Delete. Donc là, juste en sélectionnant une edge, donc je sélectionne une edge, je fais CTRL clic droit, Edge Loop Utilities, to Edge Loop on Delete, et là ça va sélectionner l'edge loop et le supprimer. Donc ça c'est vraiment très pratique. De la même façon, on a les edge ring, donc là ça va être dans l'autre sens. Donc par exemple, si je sélectionne cette edge ici, je fais CTRL clic droit, Edge ring utility, to edge ring, je vais sélectionner toutes les edges dans ce sens. Et donc du coup, on peut venir faire edge ring to edge ring on split, et là ça va directement me séparer donc ces arêtes en deux. Donc voilà, je reviens ici, to edge ring on collapse, donc là ça va tout collapser. Et donc voilà les options principales que j'utilise avec le contrôle clic droit. Ensuite, on a CTRL H clic droit. Alors, CTRL H clic droit, ça va faire différentes choses. Donc ça va dépendre de l'objet, de l'outil, pardon, qu'on a de sélectionner. Donc là, pour l'instant, c'est mon outil de sélection qui est sélectionné. Donc si je fais CTRL Shift clic droit, je vais avoir mes outils de sélection. Donc par exemple, je peux venir en Camera Based Selection. Donc le Camera Based Selection, c'est en fait tout simplement parce que si je viens en mode face et que je fais un rectangle de sélection ici, si je viens en mode wireframe, enfin je vais plutôt venir en mode shaded, vous voyez que ça m'a aussi sélectionné la face qui est en dessous. Donc si on n'a pas ce camera based selection qui est coché, ça va aussi sélectionner les faces qu'on ne voit pas qui sont derrière. S'il est coché, je fais une sélection et vous voyez que les faces qui sont derrière ne sont pas sélectionnées. Donc ces options, donc je peux y accéder très rapidement en faisant CTRL SHIFT clic droit dans les options de sélection ici, Camera Based Selection. Et donc ce raccourci CTRL-SHIFT clic droit, on peut aussi l'utiliser par exemple avec le Move Tool. Je fais CTRL-SHIFT clic droit et là je vais avoir différentes options. Donc là ça va être par exemple pour changer l'axe, on peut changer en World ou en Object. Donc par exemple si je fais une rotation voilà, de cet objet, je viens avec mon Move Tool, donc W, là je suis en Object, donc là je vais pouvoir le déplacer selon la position de l'objet. Je peux faire CTRL-SHIFT clic droit et venir en World pour revenir avec mes axes normaux, donc les axes X, Y, Z du World. Il y a un autre moyen d'accéder à ces raccourcis, c'est tout simplement en maintenant la touche, donc le raccourci clavier de l'outil. Donc par exemple, avec mon outil de sélection, le raccourci clavier c'est la touche Q. Donc j'appuie sur la touche Q, je la maintiens enfoncée, je fais un clic gauche et là vous voyez que j'ai exactement les mêmes options. Donc pareil avec le Move Tool par exemple, plutôt que de faire CTRL SHIFT clic droit, je vais appuyer sur W, faire un clic gauche et là j'ai exactement les mêmes options. Donc là c'est à vous de voir ce que vous préférez, CTRL SHIFT clic droit ou la touche du raccourci clavier et un clic gauche. Donc voilà pour ce petit menu. Et on a ensuite donc deux autres petits raccourcis clavier qui sont très utiles, qui sont les raccourcis G et Y. Donc Y, ça va rappeler notre dernier outil, donc c'est cette icône ici. Donc si je clique sur cette icône, voilà, ça me ramène le Insert Edge Loop Tool. Donc pour aller plus rapidement, j'appuie sur la touche Y et ça me rappelle le dernier outil sélectionné. Je peux aussi appuyer sur la touche G pour refaire la dernière action que j'ai effectuée. Donc là j'appuie sur H, clic gauche, je reviens en polygone. Je vais par exemple ajouter une division. Donc je vais en ajouter qu'une seule pour l'instant. Je fais Add Division. Voilà, et si je veux rajouter encore une division à cet objet, j'appuie sur la touche G et vous voyez que ça répète la dernière action qui a été effectuée. Donc voilà pour ces deux petits raccourcis clavier, donc Y pour le dernier outil et G pour la dernière action.
Donc voilà pour ces raccourcis avec ces petits menus. On n'oublie pas non plus la hotbox de Maya qui permet, voilà, donc comme je vous l'avais dit, de passer très rapidement d'une vue à une autre et qui permet d'accéder au menu. Et le dernier petit truc aussi qui peut être intéressant, c'est plutôt que de passer, voilà, d'une vue à l'autre en appuyant sur la barre d'espace, en déplaçant notre curseur, etc. On peut, à partir de cette vue et avec la hotbox, changer de vue en cliquant sur l'icône Maya au milieu. Donc là, j'amène la hotbox avec la barre d'espace, je maintiens la barre d'espace enfoncée, je fais un clic gauche sur le bouton Maya, et là vous voyez que j'ai mes vues Top View, Perspective, Side et Front. Et donc là, très rapidement, vous voyez, si on se dit hop, j'aimerais bien être en vue dessus, voilà, je fais barre d'espace, clic gauche vers la gauche, comme ça. Si je veux revenir en vue de perspective, je maintiens la barre d'espace et je glisse vers le haut, hop, comme ça. Et donc très rapidement, vous voyez qu'on peut changer de vue. J'ai même pas besoin d'attendre encore une fois que les menus apparaissent. Donc barre d'espace, je clique et je glisse vers le haut pour la perspective, vers la gauche pour la vue de dessus, vers la droite pour la vue de côté et vers le bas pour la vue de face. Donc voilà pour cette partie sur tous ces petits menus dans Maya qui sont très très pratiques. Et alors pour terminer, on va voir un petit exercice pratique, donc très très basique, hein, c'est juste pour faire un retour rapide sur toutes les fonctions principales qu'on a vues au cours de ce tutoriel. Donc on va commencer par créer un cube, donc qui va être le cube de base pour créer notre téléviseur plasma, donc un écran plat en fait. Donc je viens ici, je définis sa longueur, sa hauteur, voilà. J'appuie ici où j'appuie sur la touche 5 de mon clavier numérique pour passer en mode shaded et j'ai la forme basique de mon téléviseur. Pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose, je le trouve un peu large donc j'appuie sur R pour faire apparaître mon gizmo de scale et je réduis un petit peu sa taille. Voilà. Alors des fois, vous voyez ici on est un peu excentré de notre objet, donc pour zoomer sur notre objet, je vais le sélectionner et j'appuie sur la touche F. Et ça va faire un zoom sur notre objet, ça va le recentrer. Alors très rapidement, si vous avez plusieurs objets voilà, dans votre scène comme celle-ci, la touche F va faire un zoom sur l'objet sélectionné. Si vous voulez faire un zoom sur votre scène en entier, ça va être la touche A, et là vous voyez que mes deux objets deviennent centrés. Donc je supprime la sphère, je reviens ici, j'appuie sur la touche F pour centrer ma vue sur mon téléviseur. Je passe en mode face, donc clic droit face, je sélectionne cette face et je vais faire un extrude. Donc le moyen rapide c'est Shift clic droit et on vient extrude face. Ensuite on va faire un offset, donc je viens changer cette valeur, donc je fais un clic gauche sur le nom offset et je glisse de gauche à droite pour changer la valeur. Donc je vais voilà venir ici. Si on veut être plus précis, on appuie sur CTRL et on fait un clic gauche, pardon. Donc CTRL clic gauche et on glisse pour être plus précis. Et je vais, voilà, faire, voilà, 0,26, ça me semble pas mal. Pour répéter l'extrude, donc plutôt que de faire Shift clic droit à nouveau, on appuie tout simplement sur G. Donc là, vous voyez que ça nous refait un extrude. Donc là, on a une deuxième extrusion. Et donc je viens sélectionner le gizmo ici pour creuser donc cette télé, donc pour refaire une extrusion dans ce sens. Voilà, j'appuie sur Q pour valider tout ça, clic droit et Object Mode pour revenir en mode objet. Donc là on a la forme très basique de notre téléviseur et on va commencer à ajouter des bevels pour lisser un peu ce téléviseur, puisque dans la vraie vie ça n'arrive jamais, ou alors très très rarement, à part pour des lames de couteau ou quelque chose du genre, qu'on ait des arêtes très très coupantes comme celle-ci. Donc là je vais venir en mode Edge, je vais double-cliquer sur l'Edge au-dessus, donc ça pourrait être celle-là ou celle-ci, hein, c'est juste une Edge qui constitue ma boucle ici, donc je double-clique dessus, ça va me sélectionner toute l'Edge ici, je fais Shift, clic droit, et je vais faire un bevel. Donc là vous voyez qu'on n'a aucune option de bevel, donc il va falloir venir dans l'attribut editor où on va avoir les options.
Alors petite info aussi, si jamais vous ne voyez pas l'attribut editor apparaître ici, c'est peut-être que vous avez ces cases ici de décocher. Donc vous voyez ici, ça c'est le tool settings. Ici, on a le channel box et là, on a l'attribut editor. Donc, si jamais vous n'avez pas l'attribut editor à droite ici, vous l'affichez en cliquant sur cette petite icône. Et donc là, on a les propriétés de notre bevel. Donc là, il est un peu large, donc je viens le réduire, je vais augmenter le nombre de segments, je vais faire par exemple 3. Je réduis, et là, vous voyez qu'on a un bevel qui se fait. On fait clic droit, on revient en mode objet, on appuie sur Q pour valider, et là, vous voyez qu'on a notre bevel qui a été créé. Donc ça permet d'avoir voilà, cette arête arrondie, donc qui accroche mieux la lumière et qui donne moins cet effet d'arête très coupante. Alors là, par contre, je le trouve à peine petit, donc je peux toujours changer ça. Je fais un clic gauche donc sur mon objet pour le sélectionner. Je vais par exemple venir dans Channel Box Editor. Là, j'ai mon polybevel qui apparaît ici. Je clique dessus et je peux venir régler l'offset. Donc je vais par exemple le changer pour 0,5. Et voilà, j'ai changé la taille de mon bevel. Alors l'historique ici qu'on a dans Input, on peut l'effacer. Donc moi je me suis fait un petit bouton ici pour l'effacer pour que ça aille plus vite. Si vous voulez l'effacer dans le menu, vous allez dans Edit, Delete by Type, et vous allez cliquer sur History. Et vous voyez que si on clique là-dessus, voilà, ça va supprimer l'historique. Et maintenant, donc, je ne peux plus revenir, mon bevel est parti, et je ne peux plus le modifier. Donc il faut faire attention, hein. Faut le supprimer que si vous êtes sûr que vous n'avez pas à revenir sur des fonctions d'un objet. Mais il faut faire attention aussi de ne pas laisser trop de fonctions derrière, puisque ça va surcharger le logiciel. Et quand vous avez beaucoup d'objets dans votre scène qui ont chacun leur historique euh, encore actif, ça peut très vite faire laguer Maya. Alors il y a un moyen de désactiver l'historique. Si vous ne voulez pas que les fonctions s'affichent ici, vous allez cliquer sur la petite icône ici. Donc là, si je désactive l'historique, si je viens ici par exemple et que je fais une extrusion, hop, voilà, je fais une extrusion, je reviens en mode objet, vous voyez que mon extrusion n'apparaît pas ici puisque j'ai désactivé l'historique. Donc faire très attention, il faut savoir si vous voulez le garder ou pas. Moi je préfère le garder et choisir de le supprimer quand je veux. Donc là voilà, je reviens en arrière donc avec la touche Z. Donc CTRL Z pour revenir en arrière, ou tout simplement la touche Z, les deux marchent. Si vous voyez ici, les raccourcis, Undo c'est Z, mais CTRL Z marche aussi, Redo c'est Shift Z. Donc voilà pour mon téléviseur. Donc si vous voulez ajouter ce bouton historique à votre shelf custom, vous venez ici, Delete by Tab, Delete by Type, vous appuyez sur CTRL Shift, vous cliquez sur History, et vous voyez qu'il s'ajoute ici à mon onglet Custom. Donc voilà pour ce bevel, je vais venir ici et en faire d'autres à l'intérieur. Donc je reviens en mode Edge, je double-clique sur cet Edge pour sélectionner la boucle, Shift clic droit, Bevel Edge, je viens dans mon attribut editor et je change cette valeur, voilà pour faire un petit arrondi. Je reviens en mode Edge, je double-clique pour sélectionner cet Edge, alors là vous voyez que ça ne marche pas, il ne veut pas me sélectionner la boucle. Donc on va faire la même technique que je vous avais montré dans une précédente vidéo. On va venir en mode face, on sélectionne la face, CTRL clic droit, to edge et to edge. Et donc là ça me sélectionne toute la boucle ici. Donc je fais Shift clic droit encore une fois, bevel edge, et je vais faire un léger bevel ici. Voilà, je reviens en mode objet, donc clic droit et la diagonale ici. Et là, on a nos bevels. Je vais augmenter le nombre de segments, puisque 1 c'est pas assez, donc je vais augmenter, voilà, je regarde qu'est-ce qui va le mieux. Rester à 2 et on va le laisser comme ça, voilà. Et je vais faire la même chose derrière, donc encore une fois, je sélectionne cette face, CTRL, clic droit vers le haut, et automatiquement ça me sélectionne mes edges. Shift, clic droit vers la droite, et ça me fait un bevel. Voilà. Clic droit dans la diagonale pour revenir en mode objet. Et voilà notre écran. Alors là, vous voyez peut-être aussi une petite astuce que on a pas mal de crénelage ici. C'est pas très lisse. Alors ce qu'on peut faire, c'est venir avec le viewport 2.0.
Voilà. Alors déjà, ça devrait être à peine mieux, mais ce qu'on va pouvoir changer, c'est en venant dans les options ici. Voilà, on a cette fenêtre qui apparaît, on peut aller dans Multisample Anti-Aliasing, venir faire Enable. Et alors là, on a différents niveaux d'anti-aliasing, donc on peut venir à 1, donc c'est par défaut comme s'il était décoché, vous voyez, ça ne change rien. On a ce crénelage, et on peut venir le mettre jusqu'à 16, et là on a quelque chose de parfait. Donc ça va influencer sur vos performances normalement, ça devrait être un peu plus... ça devrait laguer un peu plus, donc à ne faire que si vous avez un PC qui peut supporter cette option. Moi je préfère l'activer quand même, ça me permet de voir vraiment avec une belle qualité ce que je fais et de pouvoir juger directement de mes bévels. Donc là voilà pour la partie principale du téléviseur. Je vais le réduire un peu, donc R, et je réduis sur cet axe. Et là, je vais ajouter quelques boutons. Alors pour ajouter des boutons directement au bon endroit, je vais cliquer sur l'aimant ici. Ça va rendre cet objet live. Je viens dans mon onglet polygone, je vais prendre le cylindre ici. Et je vais le cliquer, voilà, le dessiner ici. Donc je dessine, voilà, la longueur qu'il a. Et je clique, voilà, pour définir sa taille. Donc ça n'est possible que si vous êtes en mode Interactive Creation, c'est pour ça que je préfère l'avoir coché, hein. Si vous n'êtes pas en mode Interactive Creation, si vous cliquez sur Cylinder, voilà, ça va le créer directement au milieu. Donc là, c'est pas très pratique puisque on va pas pouvoir le placer précisément collé à la surface de notre téléviseur. Donc là, vous voyez que notre objet est toujours live. Donc pour enlever ce mode live, on désélectionne tout. Donc là, je n'ai aucun objet de sélectionné et on appuie sur ce bouton. Donc voilà, là, je n'ai plus aucun objet sélectionné live. Et là, j'ai mon bouton de sélectionner. Alors, c'est un peu dur de naviguer dessus. Donc pour recentrer sur le bouton, j'appuie sur la touche F. Et là, vous voyez que je peux naviguer très facilement autour de mon bouton. Je viens en mode vertex. Je sélectionne ces vertex. Et j'appuie sur W pour les réduire un petit peu. Je reviens en mode objet, je sélectionne mon objet et voilà. Alors là, je vais faire un preview smooth. Donc je vais appuyer sur la touche 3 de mon clavier pour lisser en fait ce bouton. Alors vous voyez qu'ici ça me donne un résultat pas très correct, donc je vais ajouter des edge loops. Donc je rappuie sur la touche 1 pour revenir en mode normal. Je fais Shift clic droit, Insert Edge Loop Tool. Je vais venir dans mes Tool Settings ici, et je vais le placer en Relative Distance from Edge pour pouvoir le placer exactement où je veux. Donc je vais faire un Edge Loop ici, un Edge Loop ici, je reviens en mode objet, je prends mon curseur de sélection, et là quand j'appuie sur la touche 3, vous voyez que ça maintient ma forme et que j'ai un bouton beaucoup plus lisse. Je vais le rentrer un petit peu aussi, voilà, dans mon téléviseur, et là on a un bouton parfaitement lissé qui est directement collé à la surface de mon téléviseur. Alors attention, puisque ce smooth c'est juste un preview, hein, ça ne rajoute pas d'edge à notre objet. Vous voyez que ici, quand je rappuie sur 1, à tout moment je peux revenir en mode normal. Donc si vous voulez appliquer ce smooth, vous allez dans Mesh, Smooth, et vous allez par exemple venir ajouter deux divisions de level. Vous cliquez sur Apply, et là vous voyez que ça a rajouté concrètement des points, des vertex, des arêtes à mon objet. Et donc là, si j'appuie sur la touche 1, vous voyez, rien ne se passe. Par contre, si j'appuie sur la touche 3, ça va refaire un smooth à partir de mon nouvel objet. Donc là, vous voyez, ça devient à peine plus lisse. Mais là, ça va commencer à surcharger, donc ça ne sert à rien. Donc là, j'ai mon smooth qui a été appliqué sur mon bouton, et donc je peux le dupliquer pour en faire plusieurs. Donc CTRL D, W pour les gizmos de rotation, de translate, pardon. J'appuie sur R pour faire un petit scale et pour placer mon bouton. Et donc là, on a deux boutons lissés parfaitement. Voilà, je vais le remettre dans ma surface et voilà. Donc là, vous voyez que c'est assez beau comme modélisation. On a vraiment des belles arêtes. On a un bevel ici qui permet de mieux attirer la lumière et on a des boutons lissés ici, pareillement, qui permettent d'attirer la lumière. Donc ça va être, c'est beaucoup plus plaisant pour le rendu.
Et donc pour finir, je vais ajouter un pied, donc je clique sur le cube ici, donc là je ne suis plus en Interactive Creation, donc je vais revenir en création interactive, je supprime mon cube, donc en appuyant sur la touche Supr, je resélectionne le cube et je vais faire le pied de mon téléviseur. Voilà, comme ceci. Je le déplace un peu. Et je vais modifier donc ce pied. Donc je vais faire un scale dans ce sens-ci. Voilà. Shift, clic droit, Insert Edge Loop Tool. J'insère un Edge Loop ici. Je viens en mode face, donc clic droit vers le bas pour activer le mode face. Shift, clic droit pour faire un extrude. Comme ceci. Clic droit, Object Mode, voilà. J'appuie sur la touche 3 pour faire un Smooth Preview. Je vais reculer le pied pour le placer en position, voilà, comme ceci. Mais là, vous voyez que c'est encore un peu trop lisse, donc on va régler ça. Alors, je désactive la grille en cliquant ici, puisqu'elle commence à nous gêner. Et donc là, on va avoir aussi un mode de smooth qui va être utile. Si en appuyant sur la touche 2 du clavier numérique, ça permet de voir le smooth, mais de voir aussi la cage principale par défaut. Donc 1 c'est pour avoir voilà, le mode normal, 2 pour avoir le smooth avec la cage toujours visible, et 3 pour avoir le smooth uniquement. Donc là je vais venir rajouter des edge loops pour durcir un peu cette forme qui est trop lisse. Donc je viens faire Shift clic droit, et là je vais cliquer sur la petite boîte à côté pour aller directement dans les options de l'outil. Je vais cliquer sur multiple edge loop, voilà, et je vais mettre 2 edge loops. J'appuie sur la touche 2 pour voir ma cage. Je clique sur l'edge ici, et ça va ajouter 2 edge loops comme ceci. J'appuie sur la touche R pour faire apparaître mon gizmo, et je vais étendre, voilà, les edges jusqu'au bord. Donc il ne faut pas dépasser, sinon on va avoir des problèmes, donc je les mets juste sur le bord ici. Voilà. Je reviens en mode objet, Shift clic droit, je reviens sur la petite case ici pour revenir en Relative Distance from Edge, et pour ajouter des edges manuellement comme ceci, et comme ceci. Clic droit, Object Mode, et on revient en mode objet. J'appuie sur 3 pour faire disparaître la cage, et je regarde à quoi ressemble le pied de mon téléviseur. Donc ça me semble pas mal, ça pourrait être mieux, hein. Je viens en mode vertex, je vais par exemple ravancer ça. Voilà, pour l'aplatir un petit peu. Je vais venir sélectionner les vertex ici et ici. Alors là, comme on n'est pas en Camera Based Selection, il faut bien faire attention qu'on n'a pas de vertex à sélectionner derrière, donc je viens en mode wireframe. Je vérifie ma sélection, c'est tout bon. Je me remets en mode smooth. Et je regarde ce que je peux essayer comme effet, voilà. Je vais faire ça. Et on va dire que c'est bon pour notre pied de télévision. On peut en faire deux comme ceci, le bouger par là, le dupliquer, CTRL D, le mettre de l'autre côté. Et on a notre téléviseur. Donc là, si on veut appliquer le smooth, je reviens en mode normal. Je vais les décaler un petit peu dans l'écran, voilà, comme ceci. Je clique sur l'objet, Mesh, Smooth. Pareil ici, donc pour répéter la dernière action, on appuie sur G, ça va refaire un smooth, et là on a notre smooth qui est appliqué directement sur la géométrie. Donc voilà pour ce petit aperçu de modélisation. Donc je peux tout sélectionner, voilà, bouger ça vers le haut, mettre par exemple un sol. Oups, alors, oui, je viens ici, je crée mon sol, et voilà. Donc voilà pour cette partie sur la modélisation qui nous a permis de revoir à peu près les grandes parties, les grandes lignes de ce qu'on avait vu dans les tutos précédents et d'appréhender un peu plus encore le logiciel Maya. Donc n'hésitez pas à revoir le tuto, à commenter les vidéos, à poser des questions sur mon email ou sur material.com ou quoi que ce soit. J'y répondrai le plus rapidement possible. Donc voilà pour cette série de tutoriels sur les bases de Maya.